Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Scientific Day. Dans cet épisode intitulé Glace et sueur, nous allons parler de comment performer et s'entraîner en conditions froides. Pour certains athlètes, la saison hivernale est synonyme plutôt de coupure de la course à pied et de trail. Pour d'autres, le froid et le manteau blanc qui recouvre les sentiers ne sont pas des freins à l'entraînement. De même, on retrouve dans la saison hivernale plusieurs de compétitions de trail qui prennent place en fait pendant l'hiver, comme par exemple la Saint-Élion, le Bélier Blanc, la Lumière de la Muselle ou encore le Red Light Winter Trail Festival. La première question à laquelle je souhaite répondre dans cet épisode, c'est pourquoi courir en hiver? Pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est pour ne pas se désentraîner. À mon sens, une période de coupure annuelle de quelques jours, voire quelques semaines est bénéfique. Cependant, l'hiver dure 3 mois et une coupure totale de la course à pied ou du trail pendant une si longue période me semble plutôt délétère aux performances, une fois la belle saison revenue. La deuxième raison concerne les adaptations mécaniques. Lorsqu'on parle d'entraînement, le stress physiologique imposé sur le métabolisme vient rapidement à l'esprit. Un autre type de stress, moins souvent discuté mais de plus en plus souligné par les experts, concerne le stress mécanique. En effet, si notre moteur doit être travaillé et s'adapte, il en va de même pour ce qu'on appelle la carrosserie. Vos tendons, vos muscles, vos ligaments, vos articulations, toutes ces structures s'adaptent lorsque vous courez et se désadaptent quand vous vous arrêtez. Aussi, il est pour moi, même s'il est possible pour moi de diminuer le volume de course à pied et de trail quand les températures chutent, il faut tout de même courir en hiver pour maintenir dans une certaine mesure ces adaptations mécaniques liées à la course à pied et au trail. Donc on est d'accord, il faut maintenir un petit peu de course à pied pendant la saison hivernale. On peut donc maintenant se poser la question de comment bien s'entraîner en hiver. Et on peut aussi, pour celles et ceux qui accrochent encore des dossards pendant la saison hivernale, nous demander comment performer en trail et en course à pied pendant cette saison. Pour répondre à ces questions, je vous propose, comme toujours, qu'on s'appuie sur la littérature scientifique. Je vais diviser cet épisode en plusieurs parties. Je vais tout d'abord vous expliquer les conséquences du froid sur l'organisme de manière générale. Ensuite, on va rentrer dans les détails des effets du froid sur les performances physiques. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour lutter contre tout cela et bien vous entraîner ainsi que bien performer en trail et en course à pied pendant l'hiver. Alors, on va commencer par les effets du froid et on va parler de notre métabolisme quand la température chute. Dans leur méta-analyse de 2015, Castellani et Tipton soulignaient les grandes répercussions du froid sur la physiologie humaine. Une des premières réactions de celle-ci est une vasoconstriction périphérique. Les vaisseaux sanguins périphériques, tels que ceux situés dans la peau ou dans les extrémités, se rétrécissent ou se contractent. Ça engendre une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins et donc une diminution du flux sanguin périphérique. Cette dernière réduit le transfert de chaleur par convection entre les tissus profonds et ceux superficiels. En d'autres termes, le sang chaud a plus de mal à atteindre les extrémités de votre corps alors que la chaleur de la surface corporelle exposée est perdue. Elle est perdue plus rapidement qu'elle est remplacée, donc la température de la peau diminue. Contre cette baisse de la température de la peau, le métabolisme déclenche une augmentation de la production de chaleur métabolique. Celle-ci va avoir lieu à travers une augmentation de l'activité des muscles, que ce soit volontaire, on va souhaiter se mettre en mouvement, ou alors involontaire, on va avoir des frissons, des tremblements. Ces mécanismes sont associés à une augmentation de la dépense énergétique, simplement dans le but de lutter contre le froid. Parallèlement, et toujours au repos, d'autres phénomènes peuvent être observés, comme une augmentation de l'activité nerveuse sympathique, de la sécrétion d'adrénaline, de la pression artérielle, de l'activité cardiaque ou encore des besoins en oxygène du myocarde. De plus, au repos et à l'effort, on observerait également en conditions froides une diminution de la sudation. Mais notre corps n'est pas le seul à réagir au froid. Il faut savoir que notre cerveau aussi est impacté par les températures basses. Je vais vous parler rapidement de la cognition et de la motricité quand les températures chutent. En 2007, Hancock et collaborateurs ont publié une méta-analyse pour comprendre les effets des stresseurs environnementaux et plus précisément des températures chaudes et froides sur les performances cognitives et motrices. Ils ont identifié 56 études assez robustes pour être considérées et toutes ces études comparaient les performances cognitives en conditions à une température normale autour des 20 degrés à celles à des températures froides ou chaudes. Les analyses statistiques réalisées par les auteurs ont révélé que le froid dégrade tout un ensemble de performances et ces dégradations sont observables sur des capacités comme la perception, les fonctions cognitives de manière générale, la coordination motrice, la précision des mouvements ou encore la vitesse d'exécution. Leurs analyses ont également révélé qu'au plus le froid était prononcé, au plus les effets étaient marqués. Par exemple, les dégradations de performance seront plus prononcées à 0 degré qu'à 10 degrés. Les analyses ont également montré que la durée d'exposition à des températures basses était importante. Plus l'exposition était longue, plus ces différentes diminutions étaient prononcées. Ayant observé des effets similaires dans le chaud,
que je présente pas dans cet épisode, les auteurs ont suggéré que pour performer de manière optimale, l'être humain doit se trouver dans une zone de confort thermique. Il est intéressant de noter que la méta-analyse de Pilcher et collaborateurs en 2002 montrait exactement les mêmes effets. Ils avaient observé une dégradation des performances cognitives en conditions froides, et celle-ci était aussi de plus en plus marquée à mesure que la température descendait et à mesure que la durée d'exposition aux températures froides augmentait. Le tableau que je vous fais apparaître à l'écran résume ces résultats. Il est extrait de la méta-analyse de Hancock et collaborateurs publiée en 2007. Je vous ai récupéré uniquement les résultats concernant les effets du froid. Et ce qu'on observe, donc on peut regarder la petite colonne G. Si le chiffre dans la colonne G est positif, ça veut dire qu'il y a une amélioration des performances, par exemple cognitives et motrices en conditions froides. Et si le chiffre est négatif, ça veut dire qu'il y a une dégradation des performances cognitives et motrices en conditions froides. Ce qu'on peut remarquer, c'est que toutes les valeurs sont négatives. On voit que le froid a un effet global de moins 0,26. Sur la perception, on est à moins 92. On a également des effets négatifs sur la cognition, sur des marqueurs psychomoteurs, sur la précision des mouvements et sur la vitesse d'exécution. On voit également qu'on a également un effet en fonction de l'augmentation du temps. Moins d'une heure, c'est à 0,13. Entre 1 heure et 2 heures, c'est 0,60. Entre 2 heures et 3 heures, c'est 0,76. Plus de 3 heures, c'est 0,15. Je vous ai dit qu'il y avait un effet crescendo. Il ne faut pas se fier à ce 0,15. Les auteurs expliquent un petit peu plus tard dans l'étude qu'en fait, sur les 8 études considérées pour estimer l'effet à plus de 3 heures, ils en ont enlevé une qui biaisait les résultats et là, on avait un effet supérieur à 0,76. Donc il y a bien un effet de progressivité au fur et à mesure qu'on passe une durée d'exposition longue dans des conditions froides. Je vous propose maintenant de nous intéresser plus spécifiquement aux effets du froid sur l'endurance. D'après la littérature, les effets du froid sur les performances en endurance comme les performances en trail ou en course à pied vont dépendre de l'intensité de l'exercice et évidemment de la température qu'on appelle froide. On va commencer par l'endurance à intensité basse. Les articles de Castellani et Tipton en 2015 et de Nimmo en 2004, qui sont des revues de littérature, vont dans le même sens. Les effets du froid dépendent de l'intensité de l'exercice. Et selon ces auteurs, la principale problématique à basse intensité est que la production de chaleur due à l'exercice est probablement insuffisante pour compenser le refroidissement du corps. Par exemple, Nimmo en 2004 explique qu'à 30% de la VO2 max, une température extérieure à 5 degrés ne sera pas supportable malgré l'exercice sans vêtements adaptés. En dehors de ça, les auteurs ne notent pas de conséquences notables du froid sur la performance en endurance à basse intensité. Les athlètes doivent, selon eux, simplement s'habiller en conséquence. On reviendra sur l'habillement un peu plus tard. On observe cependant quelques conséquences au niveau métabolique. D'après ces deux revues de littérature, à ces intensités, on observerait un changement au niveau de la voie métabolique dominante, c'est-à-dire la filière qui sera utilisée de manière préférentielle pour produire de l'énergie. À température ambiante qu'on va appeler normale, lorsque les intensités sont basses, comme par exemple 30% de la VO2 max, la lipolyse dominerait. Je vous renvoie à l'épisode des Scientific Day qui parle des seuils ventilatoires lactiques et de la lipolyse, qui a été publié récemment. Mais ça signifie que dans cette zone d'intensité, le corps privilégie les lipides pour alimenter les muscles. En conditions froides, différentes études ont observé une augmentation de la consommation du glucose et du glycogène et une certaine diminution relative de celle en lipides. Ce phénomène reste au niveau d'hypothèse, serait d'une part la cause d'une diminution de la vascularisation des tissus adipeux, rendant les lipides moins disponibles, et d'autre part, elle résulterait de l'utilisation préférentielle des fibres musculaires de type 2, gourmandes en glucose, au détriment des fibres musculaires de type 1 qui sont elles plutôt gourmandes en lipides. Ce changement serait dû au froid. Une hypothèse est que les fibres de type 2 pourraient produire plus de chaleur que celles de type 1. Certains travaux ont aussi montré que pour une même intensité, les stocks de glycogène étaient plus diminués s'il faisait froid que dans une condition de température normale. Ce changement dans la filière énergétique à basse intensité engendrerait donc une plus grande dépendance des athlètes de la performance aux stocks de glycogène et aux glucides exogènes, c'est-à-dire aux glucides qui seront apportés par l'alimentation. Par exemple, en 2009, Pizzaldis et Mogan ont montré qu'en cycliste, des cyclistes qui consommaient des glucides à l'effort étaient toujours plus performants sur un test de type temps jusqu'à épuisement que des cyclistes qui n'en consommaient pas. Cependant, la différence entre ces deux groupes était encore plus marqué lorsque l'effort était réalisé à 10 degrés que lorsqu'il était réalisé à 30 degrés. Ce qui sous-entend qu'une absence de glucides exogènes est encore plus grave quand il fait froid que lorsqu'il fait une température normale ou chaude. Parallèlement, des études ont aussi trouvé des plus
plus grande concentration de lactate, donc de concentration de lactate sanguin, de lactate émis, à basse température comparativement à des conditions de température normale, pour le coup, une même intensité d'exercice. Castellani et Tipton en 2015 et Nimmo en 2004 considèrent cette observation comme normale, puisque la glycolyse sécrète plus de lactate que la lipolyse, et on a dit qu'il y avait une augmentation de la contribution de la glycolyse à la production de l'énergie qui expliquerait ces plus grandes concentrations en lactate. Quand il fait froid, on utilise plus la glycolyse, elle libère du lactate, donc on observe plus de lactate qu'en conditions de température normale. Cependant, la revue de Jett et collaborateurs en 2006 souligne tout de même que cette diminution de l'utilisation des lipides à l'exercice en conditions froides au profit des glucides serait moins marquée chez les athlètes très entraînés et habitués aux conditions froides. En fait, ce phénomène ne se produirait que chez les personnes peu habituées au froid. Cependant, l'équipe souligne à cette époque que leurs observations proviennent de peu d'évidence et donc demandent à être confirmées. À ce jour, je ne connais pas d'étude qui a confirmé ça. Quoi qu'il en soit, et contrairement à une idée largement répandue, aucune étude ne montre que faire de l'exercice en conditions froides améliore l'utilisation des graisses ou aurait un effet brûle-graisse comme on peut parfois le lire. Il semblerait même que ce soit plutôt l'inverse. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à l'effet du froid sur les performances en endurance à intensité plus élevée. Ici encore, les propos de Castellani et Tipton en 2015 et de Nimmo en 2004 tendent dans la même direction. Les capacités d'endurance et les performances à intensité modérée, par exemple 70% de la VO2 max, seraient impactées par le froid, mais dans une moindre mesure. Tout d'abord, moins de vêtements seront nécessaires dans ces températures. Avec l'augmentation de l'intensité de l'effort, la température corporelle augmente et donc la sensation de froid sera moindre. L'athlète transpirera cependant plus, il faudra donc tout de même protéger certaines zones clés, comme par exemple le torse, de l'air et du vent froid qui pourraient faire chuter rapidement la température corporelle en refroidissant la sueur. Nimmo en 2004 explique que de rares études rapportent une augmentation de la consommation en oxygène à des températures basses, entre 4 et 10 degrés, comparativement à des températures qu'on va appeler normales. Cependant, d'autres études ne trouvent aucune différence avec la consommation à 20 degrés. Une autre étude a quant à elle démontré une consommation d'O2 d'oxygène au seuil lactique et au seuil ventilatoire plus grande à moins 20 degrés qu'à 0 degrés et qu'à 20 degrés. Castellani et Tipton en 2015 soulignent que les consommations d'oxygène et les fréquences cardiaques associées sont souvent plus hautes pour une même intensité en conditions froides que dans des températures normales. Et dans leur revue, Jett et al. 2006 confirment ça. Selon toutes ces équipes, il faut donc absolument prévenir la chute de la température corporelle pour s'entraîner correctement et performer à intensité modérée. Cependant, cela sera bien plus facile à mettre en œuvre dans cette zone d'intensité modérée qu'à intensité basse grâce à la chaleur qui est produite naturellement par le corps à cause de l'exercice. Maintenant, concernant les intensités maximales, Nimmo en 2004 souligne que peu d'études ont été conduites sur le sujet. Les travaux suggèrent que les faibles températures limitent la production de puissance musculaire, donc moins de force au niveau musculaire et moins de vitesse, donc moins de puissance, et puissance qui est nécessaire à ces intensités. Par exemple, une étude montre que des sauts explosifs sont de moins en moins hauts à mesure que la température diminue. Pour nous, athlètes de course à pied et de trail, il pourrait donc être plus difficile de faire des séances de puissance, par exemple de fractionner, par des températures basses inférieures à 10 degrés. Et on pourrait observer des vitesses plus lentes que d'habitude. Castellani et Tipton en 2015 expliquent, eux, que les meilleures performances sur des tests de type temps jusqu'à épuisement, performance maximale, seraient obtenues à pied, en short et t-shirt, à des températures avoisinant les 11 degrés. En dessous de cette température, on observerait régulièrement de moins bonnes performances. Et malgré quelques débats, la littérature semble s'accorder pour dire qu'à moins 20 degrés et à 0 degrés, la VO2 max et la fréquence cardiaque maximale atteinte sont plus basses qu'à 20 degrés. Pour la fréquence cardiaque maximale atteignable, elle diminuerait de 10 à 30 BPM, ce qui n'est pas négligeable, dès que la température corporelle diminue de 0,5 à 2 degrés. Ce qui expliquerait la baisse de la VO2 max, qui est un facteur qui va dépendre de la fréquence cardiaque atteignable. Et enfin, à des intensités modérées et hautes, les études n'ont presque jamais montré de diminution de la lipolyse et d'augmentation de la glycolyse, comme on l'a discuté dans les intensités basses. Il ne faut pas oublier qu'à ces intensités, la glycolyse est déjà dominante, ce qui pourrait expliquer l'absence des mêmes observations qui ont été faites dans les zones de basse intensité qu'on a discuté juste avant. Maintenant, je voudrais vous parler particulièrement d'une étude sur le froid et la performance en course à pied. Il y a une étude que je trouve particulièrement impressionnante sur la relation entre les conditions environnementales froides et les performances en course à pied et en trail. C'est celle de Manzios et collaborateurs de 2022. Dans leur étude, cette équipe a identifié 1250
158 courses officielles de 50 km marche, 20 km marche, marathon, 10 000 mètres, 5 000 mètres, 3 000 mètres. Et grâce aux fédérations nationales et internationales d'athlétisme et à l'administration nationale des océans et de l'atmosphère, ils ont ensuite récupéré toutes les données des conditions météorologiques et environnementales de ces courses. Précisément, ils ont récolté les données de température, de vitesse de vent, d'humidité relative et d'intensité solaire. Les compétitions d'intérêt avaient eu lieu entre -5 et +35 degrés, à des humidités entre 14 et 100%, avec des vents entre 0 et 25 km/h, et sous des intensités solaires entre 0 et 1234 watts par mètre carré. Au total, les performances de presque 7900 coureuses et coureurs de niveau élevé et élite ont pu être analysées dans leur étude. C'est un travail que moi je trouve vraiment impressionnant. Les analyses statistiques de ces auteurs, qui sont assez complexes, ont montré que la température de l'air était le facteur environnemental le plus important pour prédire la performance, suivie de l'humidité relative, du rayonnement solaire et enfin de la vitesse du vent. Précisément, les courses avec une température de l'air supérieure à 17,5 degrés et inférieure à 10 degrés étaient associées à des performances significativement moins bonnes que les performances réalisées entre ces deux températures. Les auteurs expliquent que pour chaque degré dans l'air en dehors de ces conditions optimales, la performance diminuait de 0,3 à 0,4%. Aussi, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, en conditions froides, en dessous de 10 degrés, vos performances en endurance seront certainement dégradées et de plus en plus dégradées à mesure que la température descendra en dessous de ce seuil d'environ 11 degrés qui représenterait les performances optimales d'après Manzios et collaborateurs en 2022. Le schéma que vous voyez apparaître à l'écran, c'est le résultat de cette étude de Manzios et collaborateurs en 2022. Sur ce graphique, en ordonnée, on a le pourcentage de perte de performance et en abscisse, on a la température de l'air. Donc à gauche, verticalement, on a le pourcentage de performance, le changement dans la performance, et en bas, on a la température de l'air en degrés. Si on regarde par exemple la courbe bleue qui contient des données pour toutes les températures possibles, donc c'est la plus facile à interpréter, on voit qu'on a une performance, un décalage, une perte de performance qui est quasiment moindre quand on se situe autour des 10 et 11 degrés. Et on voit qu'on a cette belle courbe en U inversée avec une diminution des performances encore plus marquée quand on va descendre en dessous de ce sommet du U, donc en dessous de 10 degrés vers les 5, 0 et -5 degrés, c'est très notable. Et on a également une diminution de la performance en endurance lorsqu'on se décale à droite sur l'axe de la température, à savoir quand on va aller par exemple dans les 15, 20, 25, 30 et 35 degrés. Une question à laquelle j'aimerais répondre maintenant, qu'on connaît les effets du froid sur la performance et l'entraînement en course à pied, c'est comment faire pour s'entraîner correctement lorsqu'il fait froid en hiver par exemple. On sait maintenant que le froid peut, à certaines intensités, dégrader nos performances et engendrer certains changements dans notre métabolisme. On peut donc nous intéresser à comment lutter contre ces effets délétères. La première chose dont je voudrais parler, c'est adapter son alimentation pour courir en hiver. En 2004, Nimo recommande d'être prudent aux apports en glucides par temps froid, encore plus qu'à la belle saison quand les températures sont plus hautes. En effet, l'épuisement des réserves de glycogène pouvant arriver plus tôt à température basse qu'à température normale, les apports glucidiques exogènes vont être plus importants pour s'entraîner comme pour performer. Au vu de ce qu'on a discuté précédemment, moi je vous recommande de consommer des glucides à l'effort comme vous l'auriez fait d'habitude, voire un petit peu plus. Cela permettra de contrebalancer l'éventuelle diminution de l'utilisation des lipides et la surconsommation des glucides à température basse. Ce conseil s'applique, à mon sens, sur vos entraînements supérieurs à 1h30 et sur vos compétitions. Il faudra aussi faire particulièrement attention à vos apports hydriques. Castellani et Tipton en 2015 expliquent que le froid peut augmenter la production d'urine et augmenter les pertes hydriques par la respiration. Néanmoins, la déshydratation peut arriver à température froide, exactement pareil qu'en température normale ou chaude. Donc, buvez régulièrement, environ 500 ml par heure. Si vous voulez plus d'informations sur les meilleurs apports hydriques à l'effort, je vous invite à vous rendre sur l'article sur le site Courir Mieux qui discute de l'alimentation en trail et en course à pied. Je vous propose maintenant de parler un petit peu de l'habillement. Pour pratiquer du trail ou de la course à pied par conditions froides, il faudra évidemment vous habiller correctement, on l'a dit précédemment. Vos vêtements devront vous protéger du froid, surtout à basse intensité. Ils devront aussi vous isoler du vent, surtout à intensité modérée et haute, car ce dernier vous refroidira en refroidissant votre sueur. Comme discuté précédemment, le froid diminue le flux sanguin dans les extrémités par vasoconstriction. Ces zones sont donc à protéger en priorité, comme les mains et la tête.
Pour le corps, la plupart du temps, le système de 3 couches sera le plus efficace, avec une première couche respirante, une deuxième couche chaude et une troisième couche isolante. Mon conseil est de garder cette approche de l'habillement en hiver par 3 couches et simplement d'adapter les couches en fonction de la température. Par exemple, utiliser une deuxième couche plus ou moins chaude en fonction des conditions. S'il fait très froid, avoir une couche plus chaude que s'il fait moyennement froid. Et évidemment d'adapter en fonction de l'effort à réaliser. Une séance intense ne demandera pas forcément le même habillement qu'une séance de sortie longue à basse intensité. De plus, mon conseil est de toujours couvrir ses extrémités, avec par exemple des gants, et également de couvrir son cou qui est une zone de passage d'air froid, par exemple avec un cache-cou comme un bœuf. Ces différents accessoires sont assez faciles à ranger dans un sac, dans une ceinture de trail, dans des poches, même si vous avez chaud. Il vaut donc mieux pour moi partir avec puis les enlever si on a chaud que de ne pas les avoir du tout. Moi, j'emmène toujours avec moi un cache-cou supplémentaire au cas où, par exemple, si mon premier cache-cou est mouillé et donc devient froid à son tour. Une autre question qu'on peut se poser concerne l'acclimatation au froid. L'acclimatation au chaud est très connue, mais qu'en est-il de l'acclimatation en conditions froides? Malheureusement, les revues de littérature sur lesquelles je me suis appuyé pour cet épisode, Nimo 2004, Castellani et Tipton 2015, soulignent que très peu d'études se sont intéressées à la question. Cependant, quelques évidences émergent. Par exemple, ces auteurs soulignent qu'en marathon, une acclimatation au froid entraînerait un abaissement du seuil de frissonnement. Elle produirait aussi une baisse de la température corporelle moyenne avant la sensation de froid. De plus, d'après Danen et Van Marken-Lichtenbelt en 2016, l'exposition répétée à un froid intense ne conduit pas à des adaptations physiologiques bénéfiques, alors que l'exposition répétée à un froid léger peut conduire à une meilleure résistance au froid. Par exemple, ils ont observé 7% de perte en performance s'il y avait une phase d'acclimatation au froid modérée au préalable, comparativement à 11% s'il n'y avait pas cette phase. Ce changement ne serait pas dû à une amélioration des mécanismes de frissonnement, mais à d'autres adaptations. Cependant, toutes les équipes s'accordent à dire qu'il existerait trop peu d'études robustes aujourd'hui pour conclure sur le point de l'acclimatation et pour faire des recommandations sur les moyens optimaux de réaliser celle-ci. Beaucoup d'études soulignent que l'acclimatation ne semble pas trop se produire et qu'on parlerait plus d'habituation, c'est-à-dire pas d'adaptation physiologique, mais des sensations différentes. On en reparle la semaine prochaine dans la partie 2 de cet épisode avec mon invité spécialiste de la question. Un dernier point que je trouve intéressant, c'est comment se couvrir après un effort en conditions froides. Castellani et Tipton avancent en 2015 que l'hypothermie subie par les pratiquants au sport d'hiver était souvent attribuée à l'exposition prolongée au froid et ou à des vêtements inadaptés. Cependant, des études ont observé également une moins bonne réponse de la thermorégulation, donc les frissons, la vasoconstriction, après un effort physique par conditions froides. Ils ont appelé ce phénomène la fatigue thermorégulatrice et celle-ci proviendrait d'un exercice prolongé en conditions froides, mais d'autres facteurs, comme une alimentation insuffisante pendant l'effort ou un mauvais habillement, peuvent accélérer ce phénomène. Face à ces constats scientifiques et à la connaissance désormais du phénomène de fatigue thermorégulatrice, ces auteurs avancent des recommandations. Ces derniers recommandent de correctement se protéger après l'effort en conditions froides. Ils soulignent l'importance de porter des vêtements chauds et secs le plus tôt possible après l'effort en conditions froides. Mon conseil va donc aller dans le même sens que ces auteurs et je vous suggère de préparer des vêtements même légèrement plus protecteurs et plus chauds que ceux que vous auriez portés en temps normal si vous n'aviez pas fait d'exercice au préalable. Les auteurs insistent également sur l'importance d'une alimentation adaptée pendant l'effort pour prévenir cette fatigue thermorégulatrice. En conclusion, comment s'entraîner et performer en trail et en course à pied en hiver? Courir ou faire du trail en hiver ne semble pas présenter, d'après la littérature, de risque particulier. Exposé au froid, votre métabolisme va mettre en place plusieurs stratégies pour lutter contre la baisse de la température corporelle, comme par exemple la vasoconstriction, les tremblements, les frissons. Nos performances en endurance à intensité basse et modérée semblent presque toutes impactées négativement par le froid, surtout quand la température chute en dessous de 10 degrés. De même, différents marqueurs associés à la performance en endurance, comme la fréquence cardiaque maximale, la VO2 max, l'économie de course, semblent eux aussi impactés négativement par le froid. De plus, en hiver et s'il fait froid, votre corps semble utiliser la glycolyse plus que d'habitude au détriment de la lipolyse. Enfin, dans le cadre spécifique des efforts explosifs, comme du travail de fractionné ou des trails courts ou des courses à pied courtes, la puissance musculaire diminuant, il faut s'attendre à des vitesses de course ou ascensionnelles par exemple plus basses. Enfin, votre cognition et votre contrôle moteur semblent eux aussi négativement impactés
impactés par les basses températures. Pour bien s'entraîner et performer en conditions froides, plusieurs stratégies semblent à privilégier. Par exemple, bien se couvrir le corps et les extrémités permettra de lutter contre la baisse de la température corporelle et cela préviendra les dégradations des performances et des marqueurs qui lui sont associés. De même, s'alimenter correctement en glucides, comme d'habitude, voire un petit peu plus, pourra vous aider à réaliser vos entraînements et atteindre vos performances maximales. Enfin, une attention particulière devra être accordée à l'habillement après l'effort pour lutter contre la fatigue thermorégulatrice et ainsi éviter l'hypothermie post-exercice. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les effets que le froid peut avoir sur les performances en endurance. J'espère aussi qu'il vous a aidé à identifier des moyens de lutter contre les conséquences délétères qu'un thermostat bas induit. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 sur cette thématique avec l'interview de Sébastien Racinet, expert du sujet. Pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, la commenter, la partager et vous abonner pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram ou le podcast, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez la version écrite de cet épisode avec les études scientifiques auxquelles j'ai fait référence. Enfin, je vous rappelle que Courir Mieux propose des offres de coaching. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ces dernières sur le site. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans vos projets sportifs. À très bientôt pour un nouvel épisode.